Dans l'obscurité de la nuit du 24 août, une pluie de drones et un missile balistique ont déchiré le ciel au-dessus d'une grande partie du territoire d'une nation voisine de la Russie. 72 drones Geran 2 et un missile Iskander-M ont été lancés, ciblant 10 régions. La fumée s'élevait à des dizaines de kilomètres à Pavlograd après un incendie industriel majeur. Des ambulances affluaient à Oshakov, frappées par deux puissantes explosions. Pendant que cette nation faisait face, la Russie signalait l'interception de 57 drones en seulement 6 heures. Ces appareils, de conception inconnue, frappaient les régions de Bryansk, Kalouga, Smolensk, Koursk et même la région de Moscou. Est-ce le prix de la nouvelle ère de conflit? Question à vous. Où vous regardez-nous en ce moment? Écrivez la ville et le pays. 10 régions sous le feu, des usines en flammes, des ambulances qui se précipitent. C'est le quotidien désormais. Mais ce n'est pas tout. Les forces armées d'une de nos nations voisines changent de tactique. Elles tentent désormais des débarquements non plus par le fleuve Dniepr, mais par la mer Noire. Les zones de Kinburn et de Tendrovspit sont devenues des points chauds. La Russie affirme déjouer ses tentatives sur l'eau. Que signifie ce changement stratégique? Chaque mouvement engendre une réaction. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a commenté une attaque sur une usine à Mukachevo. Il s'agitait de l'usine Flex. La nation de l'Est insiste, c'était une usine civile, produisant des machines à café. Mais certaines sources, notamment russes, rapportent qu'elle fabriquait des composants potentiellement militaires, des cartes, des microprocesseurs. L'incendie a duré près de 3 jours. Pourquoi une telle divergence dans les récits? Qui dit la vérité? Question à vous. Vérifions la géographie de l'émission. Ville, pays et, si possible, un drapeau. Ce qui s'est passé ensuite a des implications profondes. Ces frappes massives, synchronisées, épuisent les défenses aériennes. Elles forcent une nation à utiliser de précieuses munitions. Le coût est colossal. La combinaison drone-missile n'est pas un hasard. C'est une tactique pour submerger. C'est une stratégie d'épuisement. Et de l'autre côté, les attaques de drones sur le territoire russe ne sont pas de simples représailles. Elles sont une démonstration de capacité, un message clair. Personne n'est à l'abri. Le fait que ces drones atteignent des villes comme Moscou et Leningrad suggère une aide technique étrangère. C'est donc bien plus qu'un conflit régional. C'est une danse géopolitique où chaque pas est calculé. Cela affecte votre sécurité, votre économie. Le prix des denrées, l'incertitude sur les marchés. Tout est lié. Les répercussions économiques se font sentir bien au-delà des zones de conflit direct. Les prix de l'énergie fluctuent, impactant les budgets des ménages et la compétitivité des industries. La chaîne d'approvisionnement mondiale est mise à rude épreuve, entraînant des pénuries et des hausses de prix pour des produits essentiels, de l'alimentation aux composants électroniques. Cette instabilité crée un climat d'incertitude généralisé, dissuadant les investissements et freinant la croissance économique mondiale. Que nous faut-il fact-checker dans la prochaine diffusion? Une thèse, par exemple. Les missiles américains atteignent la Russie. Sergei Lavrov a des mots durs. Quand la nation voisine affirme que l'usine de Mukachevo produisait des machines à café, Lavrov réplique « Faire confiance à de telles déclarations est naïf ». Un sarcasme qui cache une accusation grave. Pour le ministère russe, cette usine produisait des composants militaires. C'est la justification de la frappe. Lavrov ajoute, de manière très claire, « La présence de capitaux américains ne rend pas l'objet inviolable s'il est utilisé à des fins militaires. » C'est un avertissement direct aux entreprises occidentales. Leurs investissements ne les protégeront pas s'ils participent à l'effort de guerre. Le gouverneur de Kherson, Vladimir Saldo, renchérit sur le changement de tactique militaire, affirmant que la nation voisine privilégie désormais la mer Noire pour les tentatives de débarquement. La Russie se prépare. Cette nouvelle approche maritime, impliquant des opérations amphibies ou l'utilisation de drones navals, représente un défi tactique pour les forces russes. La mer Noire est devenue un champ de bataille stratégique, où le contrôle des voies maritimes et des zones côtières peut influencer de manière significative le cours du conflit. Les tentatives de débarquement mettent en lumière la volonté de la nation voisine de diversifier ses points d'attaque et de créer de nouvelles menaces pour les opérations russes en Crimée et sur la côte.
Ces déclarations montrent deux versions diamétralement opposées. D'un côté, une nation qui affirme que des frappes visent des cibles civiles. De l'autre, la Russie qui justifie ses actions en prétendant que ces structures ont un usage militaire caché. Qui dissimule la vérité? Pourquoi cette opacité? Ces récits contradictoires sont le carburant de la guerre de l'information. Dans ce brouillard, il devient difficile de discerner le vrai du faux. Et c'est précisément le but. Maintenir l'incertitude. Continuer la pression. La désinformation est une arme à part entière, utilisée pour manipuler l'opinion publique, semer la discorde et justifier les actions belligérantes. Les canaux de communication sont inondés de récits conflictuels, rendant la tâche ardue pour les citoyens de démêler les faits de la fiction. Qui gagne, qui perd dans cette guerre de l'information? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions. Chaque escalade militaire s'accompagne de déclarations diplomatiques. C'est un schéma historique. Pensez aux crises de la guerre froide, où chaque mouvement sur l'échiquier s'accompagnait de menaces voilées et de justifications publiques. La guerre se joue non seulement sur le terrain, mais aussi dans l'espace médiatique. C'est un théâtre d'ombre. Le conflit actuel n'est pas seulement une série d'opérations militaires, c'est aussi une bataille pour les esprits. Les réseaux sociaux et les médias traditionnels sont des champs de bataille où les messages sont martelés, les informations sélectionnées et les émotions manipulées pour influencer la perception du conflit. Les narratifs nationaux se forgent et se heurtent, parfois de manière violente, dans une tentative de rallier le soutien intérieur et international. Pour comprendre cette dynamique, il faut regarder les motivations profondes. Côté russe, l'objectif militaire est clair: épuiser les défenses aériennes de l'adversaire, démontrer sa suprématie. Prouver la capacité à frapper n'importe où et adapter les tactiques face à un ennemi qui évolue. Mais il y a aussi un message économique et politique. Envoyer un avertissement aux entreprises occidentales. Les richesses accumulées par ces investissements ne vous protégeront pas si elles sont liées à l'effort de guerre. C'est une menace directe, une façon de semer la peur et de réduire l'aide étrangère. La Russie cherche également à démontrer sa capacité à contourner les sanctions internationales en renforçant ses alliances avec d'autres pays et en développant des voies commerciales alternatives. La diversification de ses partenaires économiques, notamment vers l'Asie, fait partie de cette stratégie de résilience face aux pressions occidentales. Du côté de la nation de l'Est, l'objectif est aussi double, militaire et politique. Militairement, il s'agit de montrer la capacité à frapper le territoire ennemi en profondeur, de soulager la pression sur le front en créant de nouvelles directions de tension. Politiquement, il s'agit de maintenir le soutien occidental, de montrer à ses citoyens que leurs alliés ne les abandonnent pas. Un message vital pour leur population. L'aide militaire est cruciale pour soutenir l'effort de guerre, mais le soutien financier et humanitaire est également essentiel pour maintenir l'économie et la société en état de fonctionnement. La nation de l'Est s'efforce de prouver sa résilience et sa détermination à ses alliés, tout en mettant en garde contre le risque d'une expansion du conflit si le soutien venait à faiblir. La diplomatie joue un rôle majeur dans la recherche de nouvelles formes de soutien et dans la sensibilisation aux conséquences humanitaires de la guerre. Quand on parle de l'Occident, les motivations sont complexes. Géopolitiquement, il s'agit de renforcer leur influence, de maintenir la solidarité politique face à la menace russe. Mais il y a aussi un aspect économique indéniable. Les complexes militaro-industriels occidentaux bénéficient de contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, ce qui est une aubaine pour ces entreprises, mais un fardeau pour les contribuables. Les gouvernements occidentaux doivent équilibrer le soutien à la nation de l'Est avec les préoccupations économiques internes, telles que l'inflation et la récession. L'opinion publique joue un rôle de plus en plus important, avec des débats sur le niveau et le type d'aide à fournir. Les enjeux géopolitiques sont colossaux, car la stabilité de l'ordre international est en jeu. De plus, la guerre en cours a relancé le débat sur la sécurité énergétique de l'Europe, poussant à une réévaluation des dépendances et à une accélération de la transition énergétique. Les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures gazières alternatives ont connu un essor, modifiant le paysage énergétique mondial. Les alliances militaires sont reformulées et de nouvelles stratégies de défense sont mises en place pour faire face aux menaces émergentes.
La cybersécurité est devenue une préoccupation majeure, les cyberattaques se multipliant et ciblant des infrastructures critiques. La probabilité d'une résolution rapide est minimale. Au contraire, tous les signaux indiquent une intensification progressive. Plus de destruction, plus d'évacuation, des conditions de vie de plus en plus difficiles. Panne d'électricité, pénurie d'eau, c'est le prix que paient les civils. Une nation tente d'obtenir un avantage local en mer Noire, l'autre intensifie ses frappes sur les usines militaires. C'est la guerre des ruses. Le risque d'une implication externe grandit. Le Canada qui parle d'envoyer des casques bleus s'est perçu par Moscou comme une menace directe, un pas vers une phase nouvelle et dangereuse du conflit. L'épuisement occidental est aussi une menace. Des milliards engloutis. La lassitude des populations grandit. Quand le soutien se transforme en fardeau, le prix devient insoutenable. Les tensions s'accumulent au niveau international, avec des pressions diplomatiques accrues et l'imposition de nouvelles sanctions. Cependant, les effets de ces sanctions sont souvent mitigés et ne conduisent pas toujours aux résultats escomptés. La situation humanitaire se dégrade, avec des millions de déplacés et une crise des réfugiés qui s'étend à travers l'Europe. Les organisations internationales peinent à faire face à l'ampleur des besoins et les ressources s'épuisent. Le droit international humanitaire est mis à l'épreuve, avec des rapports faisant état de crimes de guerre et d'atteintes aux droits de l'homme. La reconstruction des zones dévastées nécessitera des décennies et des investissements colossaux. Les économies de guerre prennent le pas sur les économies de temps de paix, avec une réaffectation des ressources vers la défense et la production militaire. L'inflation et l'endettement public s'aggravent, menaçant la stabilité financière à long terme. La fracture géopolitique entre blocs s'approfondit, rendant plus complexe la résolution des défis mondiaux, tels que le changement climatique et les pandémies. Les débats sur l'armement nucléaire refont surface, alimentant les craintes d'une escalade incontrôlée. Les infrastructures civiles sont de plus en plus ciblées, entraînant des coupures massives d'électricité, de chauffage et d'eau, et affectant directement la vie des civils. Les hôpitaux et les écoles sont également touchés, exacerbant la crise humanitaire. Les efforts de médiation internationale, bien que constants, n'ont pas encore abouti à une percée significative, les positions des belligérants restant trop éloignées. La guerre de l'information se poursuit sans relâche, avec des cyberattaques de plus en plus sophistiquées, visant à perturber les communications et à semer le chaos. Les populations civiles sont prises au piège entre les lignes de front, confrontées à des bombardements constants et à des conditions de vie extrêmes. La destruction du patrimoine culturel et historique est un autre coup tragique du conflit, avec des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, endommagés ou détruits. Les réfugiés et les déplacés internes sont confrontés à des défis immenses, notamment l'accès aux abris, à la nourriture, à l'eau et aux soins de santé. Les enfants sont particulièrement vulnérables, avec des traumatismes psychologiques profonds et des interruptions de leur éducation. La communauté internationale se mobilise pour fournir une aide humanitaire, mais les besoins dépassent largement les ressources disponibles. L'avenir même de la sécurité européenne est en jeu, et les conséquences de ce conflit se feront sentir pendant des décennies. Les systèmes de retraite et les services sociaux sont sous pression, car les dépenses militaires augmentent, tandis que les revenus fiscaux stagnent. La santé mentale des populations est également affectée, avec une augmentation des cas d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique. Les marchés boursiers mondiaux restent volatiles, réagissant aux moindres nouvelles venant du front. Le tourisme est durement touché et les voyages internationaux sont perturbés. L'incertitude économique conduit à des licenciements et à une augmentation du chômage dans certains secteurs. La propagande des deux camps continue de déformer la réalité, rendant difficile pour les citoyens de se forger une opinion éclairée. Les mouvements de protestation et les manifestations anti-guerre se développent dans plusieurs pays, reflétant une lassitude croissante face au conflit. Les relations diplomatiques sont tendues et la confiance mutuelle est au plus bas. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle crucial dans l'atténuation des souffrances humaines et la documentation des violations des droits de l'homme. La question des réparations de guerre et de la responsabilité des crimes de guerre sera un enjeu majeur après la fin du conflit. L'architecture de sécurité européenne, construite après la guerre froide, est remise en question
et de nouvelles alliances et stratégies de défense sont envisagées. La désintégration des chaînes d'approvisionnement mondiales a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, exacerbant la crise du coût de la vie dans de nombreux pays. Les sanctions économiques imposées à la Russie ont eu des effets secondaires sur l'économie mondiale, perturbant les flux commerciaux et financiers. La crise des réfugiés met une pression énorme sur les pays d'accueil, qui doivent faire face à des défis logistiques et sociaux sans précédent. Le débat sur le rôle et l'efficacité des organisations internationales, telles que les Nations Unies, est relancé alors qu'elles peinent à trouver des solutions diplomatiques. Sans l'essor des technologies de surveillance et de la guerre de l'information soulève des questions sur la protection de la vie privée et la liberté d'expression. Les conséquences à long terme du conflit sur la stabilité régionale et mondiale sont encore difficiles à prévoir, mais elles seront probablement profondes et durables. Votre pronostic sur les délais? Quand la fin du conflit peut-elle arriver? Mois, années plus, une raison. Cette spirale infernale, elle est alimentée par chaque nouvelle livraison d'armes. Imaginez, l'administration Trump a approuvé des missiles longue portée pour la nation voisine, plus de 3000. C'est une épée de Damoclès pour Moscou, perçue comme une menace directe de l'OTAN. La guerre de l'information, elle, sape la confiance. Elle crée une réalité parallèle, où les faits officiels sont contredits par les récits des réseaux sociaux. C'est une incertitude amplificatrice. Ce conflit est comme une série télévisée haletante, pleine de rebondissements. Mais ce ne sont pas des acteurs, ce sont de vraies vies, des familles brisées, des villes détruites. Les perspectives d'un cessez-le-feu durable semblent lointaines, et la lassitude des populations grandit face à l'absence de solution. Qui sont les gagnants à court terme? Les complexes militaro-industriels occidentaux, avec leurs contrats de plusieurs milliards de dollars. La Russie qui démontre sa capacité à frapper en profondeur et sa résilience. Et la nation voisine qui maintient le soutien occidental. Mais les perdants, eux, sont pléthores. Les civils des deux nations, sous le feu évacués, privés d'eau et d'électricité. Les économies occidentales, sous la pression financière. Et les efforts diplomatiques, qui semblent voués à l'échec. Le sentiment d'incertitude plane. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Chaque nuit apporte son lot de questions. Et un matin se lève sur la destruction. Question à vous. Quelle mesure, quelle sanction a réellement changé la situation dans la région? Soyez précis. Rappelez-vous ces images. La fumée des incendies massivement visible. Des ambulances qui ne cessent de rouler. La tension est palpable. Les pannes de courant et d'eau sont monnaie courante. La durée de l'incendie de l'usine Flex, près de 3 jours, nous rappelle la violence des frappes. Ces tactiques militaires, visant à surcharger les défenses, sont impitoyables. C'est une guerre où l'information est une arme. Les rapports officiels sont souvent remis en question par des témoins oculaires, par des messages d'habitants, par des médias alternatifs. Cette réalité parallèle des réseaux sociaux ne fait qu'alimenter l'anxiété. Nous sommes dans une phase où chaque décision a des conséquences qui dépassent les frontières régionales. Le spectre d'une guerre totale plane. Chaque jour nous rapproche de l'abîme, et la lassitude des populations partout dans le monde augmente. Vos impôts financent cette destruction. La guerre économique et la guerre de l'information se poursuivent sans relâche, créant un brouillard dense où la vérité est souvent indiscernable. Les dommages environnementaux sont également considérables, avec des pollutions massives des sols, de l'eau et de l'air, et la destruction d'écosystèmes fragiles. Les perspectives d'une paix durable sont minces tant que les belligérants n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Quand le fardeau devient-il insoutenable pour les populations occidentales? C'est ce que les analystes russes soulignent. La propagande s'infiltre. Le sarcasme de Lavrov sur les machines à café vise à décrédibiliser toute la communication de l'adversaire. Les accusations voilées d'implication occidentale créent la suspicion. On diabolise. L'Occident est dépeint comme cupide, hypocrite. La Russie comme un héros, un défenseur. La nation voisine, une marionnette. C'est le récit. Ce n'est pas seulement une guerre militaire, c'est aussi une guerre de l'information. Un combat pour les cœurs et les esprits. Les discours antagonistes s'affrontent, chacun cherchant à imposer sa propre version des faits et à rallier l'opinion publique nationale et internationale à sa cause.
Les institutions médiatiques sont souvent instrumentalisées et la désinformation circule à une vitesse fulgurante grâce aux plateformes numériques. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse honnête, sans censure. C'est votre protection contre les fausses nouvelles. Partagez cette vidéo si vous êtes d'accord avec cette analyse. Dans cette escalade constante, où passe la ligne rouge entre les parties belligérantes? Qu'en pensez-vous? Indiquez-le en un mot.